J'ai repensé et je me suis dit, mais ça a été une année extrêmement chargée. Parce qu'on a parlé du judaïsme. Et donc l'année de mon bac, où j'étais dans un cours, le cours Lamartine, qui était un cours assez bourgeois dans le 16e et aussi très catho, j'étais invitée à l'anniversaire, c'était donc avant le bac, j'étais invitée à l'anniversaire donc d'une amie qui m'aimait beaucoup, beaucoup. Et je suis arrivée chez elle. Alors je ne sais plus si c'était pas à Saint-Cloud, mais c'était dans une banlieue ouest. Et il y avait bon monde. Ses frères, je savais, étaient à Assas. Elle était en philo. Et c'était son anniversaire. Et à un moment donné, les gens parlaient, on était là et tout. Puis tout d'un coup, s'approche de moi un des frères qui me dit on n'arrive pas à commencer l'anniversaire, on n'arrive pas parce que tant qu'il y a une juive ici, mon père ne veut pas. Alors je lui dis ah bon? Et donc je me dis mais qu'est-ce que... Tu vois, je cherche quoi. Qu'est-ce que c'est que cette juive? Tant qu'il y a une juive ici. Et je dis ah bon? Mais ça n'évoque pas plus de choses que moi et ça me choque même pas quoi. Je me dis mais... Tu ne te sens pas concernée? Ah pas du tout. Pas du tout, et je suis même pas choquée qu'on me dise ça, quoi. Je me dis, ah bon, pourquoi ils veulent pas qu'il y ait une juive ici? Enfin, je sais pas comment... ça me laisse très indifférente jusqu'au moment... Je sais pas comment j'aurais réagi s'ils avaient pris une personne en lui demandant de partir. Sauf que le frère arrive avec ma copine Josette, et me disent, écoute Michel, il faut qu'on te dise, il faut que tu partes. Car notre père ne veut pas commencer tant que tu es là. Pas de juifs chez lui. Donc en fait, ce qui est extraordinaire, c'est que donc cette année-là, c'était aussi la première fois où je me disais, est-ce que tu m'as posé la question, est-ce que tu te sens juive, est-ce que tu te sens pas juive? Ce qui était quand même très compliqué dans un milieu très athée qui n'en parlait pas après la guerre, avec les mélanges qu'il y avait. C'est le moment où j'ai vraiment pris conscience que j'étais juive et où j'ai choisi mon camp. Parce que je me suis dit, pourquoi à un moment donné, alors que c'était pas si important que ça, je ne sais même pas qui était juif dans mes amis, tout d'un coup, j'ai choisi mon camp et c'était d'une évidence, c'est-à-dire on a choisi pour moi. Et ce que les gens racontent, c'est l'antisémitisme qui a fait que je me suis sentie juive, et voilà. C'est-à-dire, à partir de ce moment-là, je suis partie, mais complètement déchirée, quoi. Ça a été un des premiers actes très violents qui m'était arrivé. C'était juste avant les vacances. Donc effectivement, c'était juste avant la mort de mon père. Juste avant la mort de mon père, mais ce que je sais, c'est que c'est ma mère qui a écrit la lettre. Bon, elle, la seule chose qu'elle a faite, elle a écrit une lettre aux parents, quoi, en disant que c'était inadmissible et qu'elle ne pensait pas qu'on pouvait faire un truc comme ça. J'ai changé d'école en terminale. J'étais à la Source, une école libre. Mais l'année du bac, j'ai été virée pour mauvais esprit parce que je m'étais inscrite aux jeunesses communistes. Et donc on m'a mis au cours Lamartine. Ce qui n'était absolument, évidemment, encore moins dans l'esprit de l'école. Parce que après, j'ai revu donc cette Josette... Ce qui est fou, c'est que je l'ai quand même revue, elle, après. On a quand même terminé la scolarité ensemble.
Et elle m'a dit que ses frères, qu'ils savaient que j'étais aux jeunesses communistes et que ses frères, de toute façon, avaient décidé qu'un jour, ils prendraient leur revanche sur les communistes. Qu'on pouvait, ils étaient à Assas, qu'il y avait un pouvoir pris par la gauche, en fin de compte, et ces idées-là, mais qu'un jour, ça prendrait, ils étaient Front National en fait, hein, que ça prendrait le temps que ça prendrait, qu'ils se battraient. Ils étaient dans ceux qui en 68 ont cogné sur, sont venus dans les facs, etc., ont cogné sur les gauchistes. Ce que je sais, c'est que dans mon journal, j'avais écrit, à un moment donné, quand j'ai relu mon journal il y a longtemps, j'avais lu, j'ai dit à Josette que j'étais juive, que j'avais des origines juives, et j'aurais pas dû le faire. Il y a quelque chose dont je ne parle absolument jamais. Alors, nous verrons ce que nous en ferons. Ok. Hein? Oui. On verra, parce que je n'en parle pas, parce que c'est vraiment quelque chose qui est très très difficile pour moi, mais qui explique beaucoup, beaucoup de choses. Donc, c'est quand même intéressant. C'est-à-dire que donc, je suis devenue extrêmement catholique dans cette école, à la source, en allant au catéchisme. Donc j'étais avec des parents très athées, mais mon père était donc malade et il passait avec le cortisone de moments où il était très bien, où il était un analyste, où il fondait l'école freudienne avec Lacan, où il était un grand intellectuel, où il faisait des groupes de recherche, etc. Puis des moments où il arrêtait de travailler et où il avait des délires très forts avec la cortisone. Moi, j'étais donc sur la voie de l'envie du catholicisme, en allant... et mon père a eu des délires très forts où il pensait que le diable, enfin, que tout le monde allait venir le chercher, que je sais pas quoi, etc. Et il a décidé, à un moment donné, avec vraiment même nos discussions, mais en fait, je devais avoir... 9-10 ans, quoi, à ce moment-là. Enfin bon, il a décidé de se faire baptiser. Donc, on a baptisé mon père, ma mère, pour qui c'était une horreur absolue, parce qu'elle était quand même vraiment juive, sans mère et père différents. Donc, elle l'a fait par amour. On a baptisé mon frère Jean-François, qui a dit « mais je ne crois en rien du tout ». Il avait 6 ans. Je ne veux pas me faire baptiser. On lui a dit, tu auras beaucoup de cadeaux. Il a dit, bon, d'accord. Et Christophe, qui avait quelques mois. Donc, il y a eu ce baptême. Moi, je suis restée très catholique. Mon père, la cortisone a cessé de faire effet. Et donc, le baptême, c'était fini. Il est devenu, mais anti-catho, mais à un point... et ma mère... Déjà, elle n'aimait pas les synagogues, mais alors les églises, les curés, tout ça, enfin, c'est la haine. C'est la haine d'avoir vu ces gens qui se sont emparés, finalement, de mon père. Et on s'est fait baptiser. Et donc, finalement, après, on n'en a plus jamais parlé. Sauf moi, qui voulais aller à la messe. Et que mon père empêchait d'aller à la messe. Et moi, j'ai été catholique. Je suis la seule qui suis restée croyante jusqu'à sa mort. Et c'est quand il est mort devant la tombe que c'était fini, plus de religion, plus rien. Enfin, vraiment, je suis devenue très, très anti-religieuse, quoi. Et donc on s'est dit, bon bah c'est fini, on n'en parle plus de cette histoire-là, quoi. Et puis moi, il me fermait la porte, et puis on n'avait même plus le droit de parler des catholiques, rien du tout. Et puis finalement, moi, je me suis longtemps après renseignée pour savoir si on pouvait se faire débaptiser. Parce que ça, c'est quand même un truc c'est comme si on m'avait mis tu vois, enfin, c'est horrible ce truc. Et en fait, j'ai appris qu'on pouvait pas, on pouvait décider de dire je ne suis plus catholique. On recevait une lettre disant on prend bien, tu vois, en considération le fait que vous ne voulez plus être catholique, mais tu restais sur les registres. Donc, avec tous mes psys successifs, et notamment avec Lacan, on s'était dit,
ça me colle à la peau. Il m'a dit, mais ma petite chérie, ça n'a absolument aucune importance, quoi. Et de toute façon, je savais bien que... Après, j'ai bien compris que face à l'antisémitisme et tout, tu pouvais être baptisé, surbaptisé et tout. Je pense que mon père voulait nous protéger dans sa folie. Il allait travailler le samedi et le dimanche, et nous y allions tous, à La Roche-Guyon, où on s'occupait des enfants dont les parents étaient morts à l'armée, enfin dont un des parents, dont le père, c'est les orphelins de l'armée, quoi, La Roche-Guyon. C'était tenu par les Compagnons. Ils s'appelaient les Compagnons, quoi, Pierre et Françoise Compagnon. Il y avait l'abbé Marlet, et c'était un endroit très catholique. Très, et puis je pense que l'argent, beaucoup de choses venaient des catholiques, et c'est là où mon père s'occupait, analysait, enfin il était analyste avec les enfants le samedi et leur faisait faire du volleyball le dimanche. Et eux, ils étaient très cathos, puisqu'on s'est retrouvés finalement à la fin avec, moi j'avais comme marraine cette femme Françoise, j'avais l'analyste André Berge, qui était très catholique et qui était l'analyste de ma mère. Mon frère avait Denis Compagnon comme parrain. Il avait Madeleine, la maîtresse. On ne savait pas que c'était la maîtresse, mais c'était sa marraine. Christophe, il avait la dame, la nounou, qui s'occupait de lui. Denis Compagnon, enfin... Jean-François avait Denis Compagnon, le fils. Enfin bon, on avait toute la famille Compagnon. L'analyse de ma mère, enfin, c'était un truc... Et la maîtresse de ton père. Et la maîtresse de mon père. Non, mais c'est pour ça qu'on était tous un peu fous, hein, quand même. On est dans une histoire absolument incroyable, quoi, quand même. Et donc, des photos du baptême. Et c'était où, ce baptême? Eh bien, ça s'est fait à La Roche-Guyon. Forcément. Par l'abbé, alors? Par l'abbé Marlet. Et c'est ce fameux abbé Marlet qui ne voulait pas me donner des hosties non consacrées tant que je n'étais pas baptisée. Et puis ensuite, j'ai fait ma confirmation. Et donc, j'allais au catéchisme à la source, à l'école, mais j'avais aussi une force de frappe extraordinaire, parce que les compagnons étaient tous baptisés, la famille. Ah oui, parce que je crois que mon frère avait aussi le frère de François, ce qui s'appelait... qui revenait de la guerre d'Algérie, lui, qui nous racontait des trucs absolument horribles, et qui, lui, était le parrain. Donc, en fait, il y avait toute la famille Compagnon, on en avait tous 5, quoi, le fils, le frère, le machin, enfin, c'était la famille Compagnon et la maîtresse, et l'analyse de ma mère. Et c'est là que mon père a connu Madeleine, d'ailleurs, sa maîtresse, qui, elle aussi, s'occupait des orphelins. On était ils étaient soi-disant athées, mais il y a eu quand même très, très catho, et mon père, alors on a toujours dit que c'était à cause de la cortisone, et de sa leucémie, parce qu'en fait, quand il est tombé malade, j'avais 9 ans, donc ça a duré 9 ans, en fait. Ça a duré 9 ans, la maladie, avec des hauts, des bas, 9 ans. Et puis finalement... on a vraiment fait le silence, mais ma tante ne savait pas, la mère de ma mère, enfin la sœur de ma mère, n'a jamais su qu'on était baptisés. Par contre, ma grand-mère l'a su, et ça a été, d'après ce que m'a dit ma mère, épouvantable pour elle, quoi, absolument épouvantable. Mais on lui a dit, mais c'était une crise, ça a été une espèce de crise... Mais je crois que ça a été quand même pour mon frère Jean-François et ses paranoïas et sa schizophrénie, quoi. Enfin, je pense que ça a été terrible, quoi. Aussi, quoi. Enfin, je veux dire, on est juif, on n'est pas juif, on est baptisé, on ne peut plus le dire. On est caché, on est baptisé caché, c'est-à-dire après on n'en parlait plus, quoi. Ça fait un secret de plus. Et je me suis rendu compte que j'ai, comme ça, évoqué les secrets, mais il en manquait un. Celui-là, c'est peut-être le plus dur à sortir, parce que je me dis que finalement, si on n'en parle pas, il n'existe pas. Ce qui n'est pas vrai. Donc, la sœur de Jean Rouch. C'est drôle. Bah oui, c'était de l'ethnologie aussi. Totalement. Voilà. Merci.
ça, je les garde. Mais... Je veux te dire qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui l'ont vu. Tu m'étonnes. Et je dis, tiens, merde. C'est quoi? Ah ben voilà, le livret de famille, c'est toi qui l'as? Bah écoute, je savais pas. Je ne savais pas. Oh là là. Michel. Donc, le parrain André Berge, la marraine Françoise Compagnon. Jean-François, c'est Denis Compagnon et Madeleine Raffou. Christophe, donc, c'est Pierre Villiers, donc le frère, et Vicenta, qui était sa nounou, enfin, qui faisait le ménage et tout à la maison. Enfin, c'était quand même... Donc, en fait, Ça, c'est votre Catherine livre. était... Tu retombes dessus aujourd'hui. C'est quand même extraordinaire. Alors ça, j'ai le brûlé. Bah non. Non, non, ça peut servir. Oui, ça peut servir. Ça regarde. peut servir s'ils reviennent. Donc je voulais être bonne sœur. Jusqu'à la mort de mon père. Parce que moi je croyais en un Dieu qui était quand même le Nouveau Testament. Donc à partir du moment où effectivement j'étais juive, ça ne correspondait, j'étais juive, ça voulait dire que j'étais différente, mais ça ne correspondait pas à une idéologie, ni à une philosophie, ni à une histoire, à part ce qu'on mangeait chez ma grand-mère et les histoires drôles, quoi. Mais c'était quand même, voilà, c'était les histoires et le picklefleisch, quoi. Enfin, on allait manger, et puis la pomme sucrée pour le jour de l'an. Mais, et ma mère avait vraiment une haine des rabbins et des curés, enfin... Quand elle était à l'hôpital, elle m'a dit « Pas un rabbin, pas un curé dans ma chambre. Hein. Tu le dis, je ne veux pas les voir. Aucun, enfin. Vraiment. » Et donc, pour des gens non religieux, on se retrouvait avec deux religions, en fin de compte. Enfin, avec deux histoires. C'est pour ça que tout le monde me dit que je suis vraiment... très remontée, quoi. Enfin, je veux dire, tu vois, le spirituel, les cathos, les curés, les machins, mais je les hais, parce que je pense que ça rend fou, quoi. Ça rend fou. Puis il y en a qui disent c'est merveilleux d'avoir deux religions. Enfin, c'est complètement... Enfin, tu vois, les catholiques parlaient des juifs comme des radins, des hypocrites, des menteurs, des fourbes... C'était horrible. Donc finalement, je savais plus ou moins que j'étais un peu juive, mais j'apprenais à les détester quand même. Puis après, tu te dis, mais je le suis, quoi. On me dit, tu l'es. C'est parce que j'avais dû dire à cette copine, j'ai des origines. Mais ils m'ont dit, non. En gros, tu n'as pas d'origine, tu es. Donc tout baptême que tu as, etc. Et donc, effectivement, c'est à ce moment-là que je me suis dit... je serais jamais acceptée de toute façon. Il lui avait quitté quand on a su ce qu'était le stalinisme et tout, il disait Althusser, il a absolument compris qu'il était dans une fausse direction et moi j'ai voulu lui faire plaisir en allant dans les jeunesses catholiques. Ça y est, bon allez, la religion ça va, donc j'ai transformé tu vois les petits pains là qu'on donnait en vendant l'humanité ou en vendant des muguets ou en voulant partager tout. Bon. Et là, quand je lui ai dit que j'étais au JC, ça lui a pas du tout plu non plus. Du tout, parce qu'il m'a dit, mais tu sais pas ce que c'est, on s'est complètement trompé, on s'est fourvoyé, Dieu n'existe pas. Ça, bon, mais Freud l'avait dit, donc là, il était tranquille. Mais il y a le stalinisme, on dit tout ce qu'on a appris derrière le rideau de fer, quoi. Enfin, alors que je suis partie... Et en plus, ils m'ont quand même envoyé en vacances à LVJ. Enfin, c'est ça qui est très, très compliqué. Où ça ? Et Loisirs et vacances de la jeunesse, c'était des organismes de vacances pour les jeunes communistes. Donc, j'ai été en Russie. Ah oui. Enfin, en Union soviétique.
en Allemagne de l'Est. J'étais à la JC avec des gens, enfin j'étais en vacances, donc j'étais à la fois dans cette école catholique, finalement à la source, à la fois j'étais aux jeunesses communistes, enfin ça c'était à 17 ans. Mais pour mon père, je partais là-bas parce que c'était très bien, parce qu'il y avait certainement des fils de psy qui y allaient. C'était bien, mais il ne pensait pas qu'à chaque fois j'allais prendre autant en sérieux les choses. Lui, il passait d'un machin à l'autre comme ça, et puis moi, hop, on m'envoie aux jeunesses communistes, et je m'investissais complètement, quoi. Je suis revenue, j'avais ma carte. Et là, il m'a dit, mais non, t'es partie en vacances avec eux, c'était très bien, c'était pour aller voir autre chose que sans doute mes histoires catho et tout, mais c'était pas peine d'en venir et d'aller le dimanche matin distribuer des tracts, quoi. Au lieu d'aller à la messe. Voilà, j'avais remplacé... Et donc tu te retrouves à ce moment-là, donc là, tu passes ton bac. Voilà. Que tu réussis. Ouais. Et ensuite, tu décides de faire des études, manifestement. D'aller en sociaux. Et avant ou après le décès de ton père, en fait? C'était juste après le décès de mon père, puisqu'il n'a jamais su que j'avais le bac, puisque j'ai passé l'oral, le rattrapage en septembre. Et donc tu vas en sociaux? Et je vais en sociaux parce que finalement, moi j'aurais bien voulu faire médecine, mais il m'avait dit que quand on ne pouvait pas disséquer une souris, c'était pas la peine d'être médecin. Donc j'étais en sociaux, ça prolongeait en fin de compte mon engagement aux jeunesses communistes, et puis ça en étudiait la société. Donc je pense qu'on est beaucoup de militants à s'être engagés en sociologie, ce qui a expliqué ce qui s'est aussi passé par la suite, quoi, à Nanterre. On n'y est pas encore? Non, on n'y est pas du tout, on n'est qu'à 2 ans de... Ah bah, ça arrive, ça approche, ça grandit. Ouais. Non, j'ai... Et ben du coup, j'étais en sociologie avec Lefebvre, avec Tourelle, avec... Non, j'adorais vraiment ces études. C'était dans une espèce de tristesse quand même qui était après la mort de mon père. Mais enfin, j'étais libre. Donc, libre par rapport à ma vie. Et puis je faisais des études qui me plaisaient. Et j'allais à Nanterre et j'étais à Nanterre, je quittais... à Nanterre, il n'y avait pas de... Enfin, j'ai pas souvenir qu'il y avait de jeunesse communiste où il y avait Parce que j'ai quitté les jeunesses communistes pour aller au CVB, au comité Vietnam de base. Quand je suis arrivée, j'ai cherché une organisation où aller. Et c'est vrai qu'il y avait les trotskistes, il y avait les Mao, il y avait les Anars, et que j'étais du côté des Mao. Enfin, c'est surtout pour libérer le Vietnam, contre les Américains. Enfin, la politique a toujours été importante, l'idéologie. Oui, en gros, la défense des opprimés, quoi, finalement. Ouais, enfin, complètement. Complètement. Avec une éducation extrêmement bourgeoise, quand même. Oui, mais très, très altruiste aussi, puisque finalement, vous passiez vos dimanches à vous occuper des orphelins, etc. Enfin, il y avait quand même un engagement de la part de tes parents, quel que soit leur niveau social, qui était... Complètement. À la fois, j'étais ultra favorisée. C'est ça qui est extraordinaire d'être à la Source, qui était une école aux méthodes quand même très avant-gardistes, où on faisait des travaux manuels, on allait dans la forêt, où on choisissait les thèmes qu'on voulait apprendre. Donc c'était vraiment les écoles très... Les méthodes Freinet. Ouais, c'est ça, quoi. Ça, c'était la méthode Cousinet, mais ça rejoignait la méthode Freinet, quoi. Où on était 15 par classe, l'école était mixte, enfin... J'allais à l'école comme on allait en vacances, quoi. C'était extraordinaire. J'allais à la Comédie Française et tout. Enfin, tu vois, on faisait énormément de sport. Énormément, puisque mon père avait fait du volley, où il était capitaine de l'équipe de France de volley quand il était carabin. Mais après, il a toujours fait du volley et du tennis de table, quoi. Alors ça, le sport, c'était vraiment une grande passion.
Donc on a eu une enfance heureuse, on allait danser avec mes parents, avec Janine Solane, qui faisait une espèce de danse libre. Le dimanche matin, la place de la Messe, justement, et ben, il y avait mon père, ma mère, Christophe était trop jeune, mais Jean-François et moi, on allait faire de la danse libre avec Janine Solane. C'est beau. Ouais, ouais. Voilà, il y en a un que j'aimais bien et que j'aimais beaucoup. Cet homme-là m'a présenté, m'a présenté son meilleur ami. Son meilleur ami m'a dragué. Et là, je me suis dit, ça va être effectivement le père de mon enfance, c'est celui que j'épouserai. Il est extraordinaire, il est poète, comme était mon père, il est architecte, il est extrêmement beau, enfin bon, il avait tout. Il a été mon premier amant. J'ai immédiatement dragué quelqu'un avec qui j'ai vu que l'amour physique c'était bien, mais il n'a pas compté dans ma vie du tout. Le seul qui est compté, enfin, ça a été celui qui devait être mon mari ou le père de ma fille, enfin vraiment, c'était lui. Mais j'avais compris à ce moment-là que je l'aimais beaucoup, qu'il me séduisait beaucoup, mais que c'était pas... Enfin, il y a quelque chose qui manquait quand même, quoi. Ça a été je sais pas moi, ça a été dans une rapidité... Donc on a une vie à peu près tranquille d'étudiant... Et c'était mon mec, quoi. Enfin, tu vois, c'était vraiment mon mec. Jusqu'au moment où, à peu près au bout d'un an, donc l'année d'après, où quelque chose a basculé, où un homme s'est approché de moi en me disant, j'étais à la bibliothèque, en me disant, oh là là, tu es vraiment adorable, tu es très mignonne, tu es tout ce qu'on te dit, je t'aurai. Et moi je me suis dit non, tu m'auras pas parce que j'ai trouvé l'homme de ma vie, j'aime, je suis amoureuse et tout. Tu lui dis ça ou tu penses ça? Je pense ça. Je lui dis non, en riant, gentiment. Et dans ma tête je me dis mais il se rend pas compte, ce petit rouquin, tu vois, enfin bon, moi je suis avec un mec super, tu vois. Et puis qui n'est pas sociologue, qui sera architecte, enfin bon, et puis il se prend pour qui, quoi. Je le vois pas comme du harcèlement du tout, quoi. Je le vois vraiment comme il se prend pour qui, et il n'y a absolument aucune chance. Et puis on s'est mis à travailler ensemble, on allait même travailler chez ma mère, je sais pas quoi, et au bout d'un certain nombre de mois, je suis tombée, mais complètement amoureuse de lui. C'était Daniel Cohn-Bendit. Et vraiment très amoureuse de lui. Et on venait, on disait on aura nos partiels, et on travaillait, enfin c'était très sérieux, et c'était... Et puis voilà, et j'ai jamais dit à l'homme avec qui je vivais, quoi. Mais lui vivait chez sa mère à Carnot, et moi je vivais à Boulevard Flandrin, dans le 16e. On vivait chez nos parents. C'est plus tard que je suis venue vivre avec lui. C'est après 68. Je me rappelle bien des faits, mais ce que je me rends compte, c'est que j'ai du mal à les remettre... À peu près normal, hein. À peu près normal, quoi. À les remettre exactement années, dans le temps, à 1 mois près, 2 mois près. Ça a duré 6 mois, pendant 6 mois. Enfin, ce que je sais, c'est qu'à un moment donné, je devais sortir à une fête avec des amis. Il n'y avait même pas d'amis à ce moment-là. C'était avec d'autres amis. Et Rémi me disait, mais tu dois rester à la maison, enfin on doit se voir, on avait décidé de se voir, je lui dis, mais viens, on va aller danser. Il n'aimait pas danser, et puis à un moment je me suis dit, mais il est chiant, quoi, enfin tu vois, il est beau, il est tout ce qu'on veut. Et il m'a dit, si tu sors ce soir, on se quitte. Je suis sortie. Et à ce moment-là, on s'est quittés. Et à ce moment-là, c'était, je sais pas, 1 ou 2 mois avant mai 68, quoi. Et donc, c'était avec des amis cinéphiles, avec... bon, enfin, je ne vais pas donner de nom, mais enfin, bon... des gens qui travaillaient beaucoup dans le cinéma.
voilà, et on s'était quittés parce que j'avais décidé d'aller danser. Et c'est finalement après ça que je me suis retrouvée finalement libre. Et où là, Dany, ça a super marché, quoi. Et ça a beaucoup plus, je l'ai beaucoup plus aimé qu'il m'a aimé. Tu penses? Ah, j'en suis sûre. Ah bon? Moi, je suis sûre que je l'ai beaucoup plus aimé qu'il m'a aimé, mais mon psy, le dernier, dirait que je l'aimais parce que justement, il ne cédait pas à mes caprices, quoi. Absolument. Et comme lui, finalement, au fond, ça a duré assez longtemps, mais sans que jamais il ne cède, parce qu'il y avait toujours d'autres femmes qui étaient là. Je suis libre, je suis pas libre, je suis libre, je suis pas libre. Effectivement, si j'ai été occupée le bâtiment administratif pour faire libérer les camarades qui avaient été pris pendant la manifestation sur le Vietnam, et que c'était le 22 mars, et que c'était l'anniversaire de mon frère Jean-François, je suis rentrée dans un côté, je ne vais pas rester à l'anniversaire, je vais occuper le bâtiment administratif. Ça correspond à mes idées. Et à ce moment-là, il y avait effectivement les gens, c'était les gens du comité Vietnam national qui s'étaient fait, Xavier Langlois et tout, qui s'étaient fait prendre par la police. Donc des trotskistes, mais ont occupé le bâtiment, Noir et Rouge, les Anards, donc avec Dany, Duteuil, etc. Les Anards et puis les Mao. Donc on s'est tous retrouvés complètement mélangés. Et à partir de ce moment-là, c'était très difficile pour moi de ne pas décider que j'adorais. Enfin, très vite, Dany a pris beaucoup de place, qu'il en prenait beaucoup plus qu'avant, où on travaillait, où on était, où il me disait oui, non, non, oui. Il est devenu le leader. Et voilà, c'est devenu hyper charismatique, quoi. Je veux dire, il disait des trucs, il faisait des grands... Il venait travailler chez ma mère, enfin quand on faisait nos partiels. Après, quand il y a eu mai 68, lui, il ne préparait aucun discours, mais il parlait avec tout le monde. C'est-à-dire, on allait dîner ensemble, on avait des réunions, à la fac, après à la Sorbonne, après... on discutait tous beaucoup, il ne faisait jamais rien sans demander à un groupe de gens qui étaient très proches. Mais il n'écrivait rien. Mais il était quand même anarchiste dans le groupe Noir et Rouge. Donc il était dans un groupe quand même très, très solide. Effectivement, libéral-libertaire, quoi. Enfin, il avait... Et puis il n'était pas prêt à faire la révolution, alors que les autres étaient quand même beaucoup plus prêts à faire la révolution, à aller à Flins. Enfin... Et il était, alors par contre, extrêmement anticommuniste. C'est-à-dire anti-stalinien, mais... Donc moi, alors là, la fac, ça a été la rupture avec la JC et tout, les syndicats, le Parti communiste, qui ne pouvaient pas blairer les étudiants. Hein, Et je suis devenue un peu anard, moi. Bon, ben, il y a eu l'occupation, on habitait chez les uns, chez les autres, on allait à Saint-Nazaire où il y avait le frère de Dany... les ouvriers, puis il y a eu le moment où il est parti en Allemagne, où il est revenu grâce à Marie-France Puisy avec qui il vivait, donc de temps en temps je le voyais, mais la plupart du temps il y avait Marie-France, alors là quand il y avait Marie-France... Pourquoi parce qu'il aimait elle était une très jolie actrice, hein. Donc, enfin, puis c'était comme ça, hein, quand son frère me disait, moi je te préfère, mais ça, il n'y a pas... C'est Marie-France qui compte, quoi. Puis il devait y en avoir des tonnes d'autres, hein, au moment de mai 68, et puis moi j'avais d'autres copains à ce moment-là. Enfin, j'avais un copain que je voyais quand j'étais un peu... Non, parce que c'était une époque où effectivement on pouvait aimer deux personnes, quoi. Sans trop de problèmes. Hein. Et là, pendant ce temps, donc, tu es séparée de Rémi, qui va devenir mon mari et le père de ma fille. Là, on était complètement séparés. Ensuite, on a été à Carrare, au congrès anarchiste de Carrare. Avec Dany et ma cousine. J'avais une petite Maurice Cooper. Et puis,
On a été chez des amis de Dany en Italie qui étaient imprimeurs, enfin anarchistes. Et puis ensuite, je ne sais plus exactement comment... Il y avait déjà un réseau européen en fait. Oui. Ah oui, ils avaient un réseau européen en Allemagne, en Italie. Et lui, il arrivait d'où d'ailleurs Il vivait en France, hein, mais ses parents étaient allemands. Oui, c'est ça. Et donc, on est parti avec Dany en Italie, et puis ensuite, non, en Allemagne. Je ne sais plus comment on s'est retrouvé à Ascona, où était ma grand-mère. On est passé par Ascona, qui a payé donc l'hôtel à Dany, à Dany le Rouge. Ensuite, on a pris la voiture, on est monté sur un col pour redescendre donc en Italie pour aller à Carrare. Et là, j'ai failli tuer Dany quand même. Ça, parce que je conduisais très très vite, cette petite Maurice Cooper, et beaucoup avec le frein. Je ne rétrogradais pas avec le frein à main. Et donc, j'ai chauffé le liquide de frein. Et quand on est arrivé en bas des Alpes, là... et à un tournant près, on se jetait, quoi. Puis finalement, on est arrivé dans un pré. On a évité de tomber, oui, le rabbin. Et ça, je ne sais pas. Et en fait, je l'ai revu plusieurs fois. Je ne lui ai jamais redemandé s'il se rappelait de ça. Que j'avais vraiment failli le tuer. Et là, ça aurait changé... Enfin, ça n'aurait pas changé grand-chose, mais ça... vous auriez failli vous tuer tous, en fait. Oh non, oui, c'est ça. Oui, ça aurait changé beaucoup de choses, en fin de compte, quand même. Et ensuite, le retour a été quand même assez... ça a été assez triste, la fin de mai 68. Autant mai 68, c'était formidable. Hein. On dormait pas, on mangeait pas, on bouffait des sandwichs. On a rencontré Lacan. J'ai présenté... Bon, ça a été l'histoire de l'argent, là... C'est-à-dire un truc, on a été, à un moment donné, Anne Stern me dit, mais écoute, tu pourrais présenter Dany à Lacan, et puis leur parler de mai 68 et de ce que vous voulez faire. Et j'en parlais à Dany, qui dit, oui, c'est une bonne idée, donc on y va avec Jean-Pierre Montagu, Jean-Pierre Duteuil, Yves Flèche, je crois, et Dany, enfin bon, on part à... Et puis sans doute Daniel Schulman. Enfin, on part à plusieurs comme ça et on va voir les psychanalystes. Et puis je me souviens pas tellement de ce qu'on s'est dit, mais on leur racontait le mouvement, voilà, la jonction avec le mouvement ouvrier, changer le monde, etc. Enfin bon, on était quand même... Et puis surtout, il y avait les histoires de textes de pourquoi des sociologues, qu'on voulait plus être sociologue, qu'on voulait pas être les nervis du patronat, etc. Enfin bon... Et puis là, quand on nous dit, mais qu'est-ce que je peux faire pour vous aider? Et on lui dit, nous donner de l'argent. On a besoin d'argent pour les tracts, pour tout, et pour faire revivre le mouvement. Et là, les psys ont tous donné. Et Leclerc avait dit la seule phrase dont je me souviens, mais qu'est-ce que vous allez faire de vos anciens combattants? Et à ce moment-là, Dany lui dit, mais les anciens combattants de mai 68 ne seront pas ceux de la guerre de 14 ou de la guerre d'Espagne. Bon. Et... on est parti ensuite et on a été à la Coupole. Et c'est là où on a été manger une partie de l'argent à la Coupole et on a retrouvé les psys qui mangeaient aussi à la Coupole. Et je sais que Dany l'a dit dans une interview que ça, c'est la seule chose qui culpabilise sur mai 68, c'est quand on a... eu l'argent de la part des psychanalystes et qu'on a été le dîner, enfin... Au lieu que le mettre dans la caisse commune, la caisse de grève... Mais qui a eu cette idée d'aller... à la Coupole. Toi? En tout cas, j'étais pour, moi. J'étais pour, mais alors à 200%, puis j'ai même pas vu que c'était pas bien. Je me suis dit, finalement, on bouffe pas. Finalement, on est là au service de la révolution. On se donne beaucoup de mal. Pourquoi on n'irait pas manger à la Coupole, quoi? Puis en plus, ça devait représenter pour moi la Coupole...
C'était normal, enfin, d'aller à la coupole. Ma grand-mère nous emmenait tout le temps à la coupole. Ouais. J'avais pas l'impression non plus d'aller... Donc là, la coupole, ça me faisait super plaisir. J'avais pas l'impression qu'on trahissait la classe ouvrière et le mouvement et tout ça, quoi. Qu'on allait faire un bon repas tous ensemble, qu'il y aurait tous mes copains que j'aimais bien, qu'il y avait Daniel, enfin bon, lui, pour lui, il a trahi quelque chose. Il a trouvé que c'était pas bien du tout. Et puis j'en ai reparlé il n'y a pas longtemps avec Jean-Pierre Duteuil qui m'a dit oui, non, c'était pas bien ce qu'on a fait, quoi. Vraiment. Et après, je me suis dit, mais mon Dieu, c'était pas bien. Et puis j'arrive pas à trouver que c'était pas si grave que ça, quoi. Enfin, je veux dire, ce qui était important, c'est le temps qu'on donnait, les idées qu'on avait. Ma mère, elle est devenue très pour. Mais je pense que ma mère, elle était très pour. Elle m'a même fait venir parler à l'hôpital des enfants malades, où elle était dans le service de Françoise Dolto, Génie Aubry, etc., en disant Michel va venir vous parler du 22 mars, de leur lutte, de ce qu'ils veulent faire. Donc elle était pour, mais elle a toujours été très pour, mais je me demande si c'était par amour pour ses... Enfin, par une espèce d'amour pour ses enfants, ou en tout cas ne jamais avoir de conflit avec nous. C'est-à-dire on était pour, mon frère Jean-François était pour, moi j'étais pour, et elle était pour aussi. Mais enfin, elle devait aimer aussi cette période. Non, puis même ce qu'il faisait avec Françoise Dolto, de mettre de la psychanalyse dans le service d'un Debré d'ailleurs, Debré-Ritzen. Alors je ne sais pas si c'était la famille des Debré, mais je pense que oui. Donc d'un service de pédiatrie très réactionnaire, extrêmement réactionnaire, et avec Ginette Rimbaud, Anne-Lise Stern, Génie Aubry, ils mettaient vraiment la psychanalyse et la psychothérapie pour les enfants aussi défavorisés qui étaient mis chez des nourrices. Donc elle a été très très militante sur la psychanalyse et sur... En tout cas, ça nous est arrivé de se réunir au boulevard Flandrin, ça c'est sûr. À tel point que même... C'était un peu paradoxal. Oui, non, mais absolument. Et même, il y a quelqu'un qui a voulu, Ange Casta, qui a voulu faire un film sur mai 68, et des étudiants qui connaissaient je ne sais pas qui devait... et je ne sais pas comment c'est venu à moi en disant, est-ce qu'on peut faire un film sur toi et chez ta mère ? Et donc on se réunissait, il y avait Dany, il y avait Jean-Pierre, il y avait Elisabeth Rodinesco, on était un certain nombre comme ça à venir discuter, à venir se laver, à venir à la maison. Et puis à un moment on s'est regardé, on s'est dit mais il va pouvoir faire ce qu'il veut de ce film-là. Et on va avoir l'impression d'habiter boulevard, ce qui était vrai d'ailleurs, mais de venir du boulevard Flandrin et puis d'aller porter la bonne parole en Maurice Cooper, etc. Et tout ce qu'on pourra dire... Finalement, ça sera les petits bourgeois, ce qui d'ailleurs a été beaucoup dit. Et en fait, je pense qu'il y avait de la part de ces petits bourgeois beaucoup de responsabilité, quoi. Enfin, vraiment, on y croyait complètement. C'était pas... Et puis qu'il y en a beaucoup qui ont raté leur vie à cause de ça aussi. Il y en a, quand on dit après, ils sont tous devenus cadres, etc. Enfin, c'est ceux qu'on connaît qui sont devenus cadres. Mais dans l'ensemble, il y en a énormément qui ont raté leurs études... et puis qui ont eu des petits boulots et qui n'ont pas fait les années scolaires qu'ils auraient pu avoir. Donc, mais enfin, on a arrêté le film quand même, où on nous voyait. Donc il y a des images qui ont été tournées. Ouais, mais alors savoir où elles sont, c'était l'ORTF. Et c'est vrai que le MLF et tout, et je me rends compte alors, parce que la suite a été moins drôle. C'est-à-dire, ça a été quand même, pour moi, ça a été quand même une époque assez extraordinaire parce que, d'abord, j'oubliais que je venais de perdre mon père, quoi. Donc, il y avait un côté, à la fois, j'étais mélancolique et à la fois prête à tout, quoi. Prête à tout pour oublier. Changer le monde, c'était aussi changer... et là, il n'y aurait plus d'histoire de juifs, de catholiques, de machins, de trucs et tout. On était tous égaux. Alors là, la religion, c'était terminé. On refaisait un monde égalitaire... où tout le monde se respectait, et c'est vrai que c'était quand même un monde très très masculin, et que ça, je pense que je l'avais pas... on était assez maltraités en tant que femme, quoi. Maintenant, quand on réfléchit, après on a eu le MLF et tout, mais sur le coup, on n'a pas réfléchi que les femmes, il y avait quelques femmes assez intellectuelles, mais que globalement, il y avait une répartition des tâches qui était quand même... les mecs prenaient beaucoup plus la parole, beaucoup plus.
Mais c'est pas parce qu'il nous empêchait de parler, je crois que c'était une habitude ou je sais pas, les femmes, ils discutaient beaucoup avec nous pour avoir des idées justes, etc. Mais enfin, c'était... Mais alors ensuite, nous avons été donc à Carrare, après cette histoire de voiture, etc. Exactement. Nous sommes arrivés à Carrare, où là, Dany m'a, une fois de plus, jeté comme il faisait. Enfin, il me jetait pas, une fois que je... Voilà. À des moments, j'existais, à des moments, j'existais plus, à des moments, j'existais. Mais les moments où j'existais pas, j'existais quand même. C'est-à-dire, je le voyais, j'étais bien, j'étais contente. Enfin, j'étais pas si malheureuse que ça, hein, mais on vivait ce... Mais quand même, à Carrare, ça a été un petit peu dur. Parce que j'étais très liée avec Jean-Pierre, qui lui aussi, bon, de temps en temps, était très proche de moi, mais pouvait disparaître, revenir, disparaître. Enfin bon. Et puis, donc, il y avait Jean-Jacques Lebel qui était à Carrare, et je me souviens que j'ai été le voir à un moment donné, et puis je lui ai dit, écoute, moi, il faut que je parte d'ici, parce que j'ai un peu l'impression d'être ballottée, de ne plus maîtriser mes histoires affectives quand même. Hein. On est là, on fait la révolution, mais un jour on me prend, on me renvoie, on me prend, on me renvoie et tout. C'est quand même pas moi qui maîtrise bien la situation. J'ai accepté un peu ça, mais là, je suis en train de perdre complètement mes repères et je sens que je suis pas bien. Il m'a dit, écoute, oui... je suis un peu désolée pour toi, mais moi j'ai une maison à la Croix-Valmer, donc venez avec ta cousine et puis vous allez vous reposer, on va s'occuper de vous, ça va être super, ça va être génial et tout. Moi je pars là et puis vous nous rejoignez. Parce que ma cousine, on a toujours été, on est cousines jumelles. Mhm. C'est la fille de la mère de ma sœur. On a toujours été en vacances ensemble. De la mère de ta sœur? Non, de la... Attends, c'est... De la sœur de ta mère. De la sœur de ma mère. C'est la fille de la sœur de ma mère. Voilà, et on a quelques heures de différence. Ok. Voilà, parce que je suis née 3 semaines trop tôt. Donc vous êtes nés en même temps. On est nés en même temps. Donc vous avez été élevés Donc ensemble. on n'a pas été à l'école ensemble et tout. Elle habitait dans le 19e, dans le magasin de chaussures de ma grand-mère. Il y avait le magasin de chaussures, ma tante qui vendait des chaussures. Et moi, j'habitais dans le 16e avec les psychanalystes et tout. Et Martine allait dans l'école publique, au lycée Lamartine, enfin, et puis à la communale et tout. Mais on partait en vacances ensemble tout le temps. Les homes d'enfants, toutes nos vacances, on les faisait ensemble. Quand on allait avec LVJ, les communistes, elle n'adhérait pas au Parti communiste. Mais elle venait. Mais elle venait... elle devait être en maths spé, hein, puisque ça faisait 2 ans pour la maths spé. Et donc, puisqu'on part à Carrare et tout ça, et qu'on va voir ma grand-mère et tout, je l'embarque avec tout ça. Oui. Et c'est vrai qu'au moment des réunions, au moment elle a été quand même très très présente. Elle a été très présente puisque on avait fait une fête, enfin on dormait tous chez moi, parce que ma mère avait finalement 200 mètres carrés dans le 16e. Donc on avait fait un truc, tout le monde bouffait. Et c'est là où il y avait Elisabeth Rodenesco en haut, on faisait tous nos machins et tout. Et puis ma cousine était là, et le mari d'Elisabeth était là, Favard était là. Et c'est là que ma cousine a connu le mari d'Elisabeth et qu'elle l'a épousé. Et elle a fait 3 enfants avec lui. D'accord. Donc bon, ça c'est une autre histoire assez drôle quand même. Que finalement, lui il était réalisateur en grève, quoi, à le RTF et tout. Il a fait beaucoup de séries. Hein, toutes les séries avec Victor Lanoux, Les Petits Enfants du siècle. Enfin bon, il a fait plein de... Lebel nous dit, je vous invite chez moi. Il nous invite chez lui. On arrive à 11h du soir pour être poupouné juste avec lui, gentil, et sa femme, Danielle. Et on tombe sur une partouze. Mais une partouze, tous les copains, Duteuil, Brimbert, machin, Laurence Carré, enfin tous les copains, le groupe avec lequel on militait, etc., tout le monde en train de baiser. Alors là, moi, ça a été
Mais vraiment, le truc, le choc, absolument, je sais pas comment te dire, quoi. Enfin, l'écrasement, là, Donc, mais moi, non, il n'en est pas question. Enfin, on ne participe pas à ça. Mais quoi, vous n'allez pas faire ça, vous n'allez pas gâcher la fête et tout. Et j'ai non, non, il n'en est pas question. Puis le dégoût, mais vraiment. Alors, il n'y avait pas d'Annie là-dedans. Mais il y avait Jean-Pierre. Il y a fait plein de gens que j'aimais énormément, énormément. Alors, je sais pas l'histoire de nom, quoi, si c'est très bien, on s'en fout complètement. Je crois qu'il y a prescription et en plus. Il y a prescription, et puis, enfin, à mon avis, il doit revendiquer très bien ces histoires. Et c'est là. Et puis, il y avait plein de femmes aussi qui étaient là. Bon. Donc, avec ma cousine, on est monté se coucher et on s'est dit, on repart demain matin. On est monté se coucher. Le lendemain matin, on prend le petit déjeuner. Et Jean-Jacques Lebel arrive avec Daniel. Et ils font l'amour pendant qu'on fait le petit déjeuner. Donc au fond, on a assisté à la procréation. Moi, j'ai vu fabriquer l'enfant de Jean-Jacques et de Daniel. Parce que... T'étais là. Voilà, on était là au petit déjeuner, il fallait faire l'air de rien, et eux, ils baisaient là, mais c'était de la provoque. C'était vraiment une forme de provocation. Comment elle a accepté ça, elle? J'en ai jamais reparlé avec elle, alors j'ai beaucoup revu, parce qu'elle était au musée du jeu de paume, elle s'occupait du cinéma, donc vraiment, on a travaillé ensemble en plus, et puis après, elle était mariée, elle vivait avec Paini, qui a été mon directeur, donc vraiment, à chaque fois que je la revoyais, je revoyais la scène. Et pendant 10 ans, Jean-Jacques Lebel faisait Polyphonix à Beaubourg. Et à chaque fois qu'il arrivait et qu'il me voyait, à l'oreille, il me disait « Kékette, Kékette !» Donc, une espèce de harcèlement. Enfin, moi, je le vivais très mal. Hein. J'avais l'impression que tout ça me poursuivait. D'autant plus. Bon, alors après cette histoire, nous sommes partis. Donc... Et alors, je ne sais plus où on a été ensuite en vacances. Vraiment, je ne me souviens plus. Après Carrare, alors que les vacances avec ma cousine, c'était vraiment dans l'ensemble, on sait très bien où on allait, dans quel homme d'enfant, dans quel machin. Ce qu'on a pu faire quand on est rentré, est-ce qu'on a été en famille, je ne sais plus. Je ne sais plus si j'ai retrouvé ma mère ou comment s'est fait la rentrée. En tout cas, ce que je sais, c'est que je suis rentrée à la fac après, et la fac était un peu triste. Hein, c'était fini, on se retrouvait, mais bon. Et il y a des tas de choses dont je ne me souviens pas, mais on était en année de licence. Je sais que l'année d'après, je suis partie en Afrique avec une des copines. On est parti au Sénégal, Mali, la Haute-Volta, qui est maintenant le Burkina Faso, et le Niger. Mais, je passe sur je raconte un événement qui fait partie du truc et qui a été vraiment un événement un peu les plus douloureux de ma vie aussi, mais c'était une très drôle d'époque avec le mieux, le pire, les espoirs, etc. Où les femmes étaient quand même très maltraitées, où il y a 3 garçons dont Pierre Ploy et un autre qui s'appelait Michel et un autre qui étaient des maoïstes, parce que l'Afrique c'était après, donc ces 3 garçons me disent allez viens, t'es sympa, viens on va aller fumer un petit joint, on va aller boire un petit coup à la Cité. Il y en a un qui avait une chambre à la Cité. La Cité universitaire. Ouais, de Nanterre. De Nanterre. Je les ai suivis à la Cité, enfin là, on est arrivé là, j'étais assez fière, c'était les Mao, les mecs assez intello du groupe, et Pierre était vraiment un copain. Et les 2 autres étaient des amis d'Iflèche, qui étaient vraiment un peu des leaders intellectuels du mouvement.
Et moi, j'étais contente qu'on m'invite et qu'on me propose. Et puis là, ils arrivent, ils ferment la porte à clé. Ils mettent la clé, je sais pas où. Ils me disent, maintenant, tu vas passer à la casserole. Donc, je leur dis, mais quoi? Bah oui, t'es là. Et puis, on va tous te baiser. Et pendant 5 heures, j'ai négocié, en pleurant, en disant non, je veux rentrer chez moi, non, puis ma mère, et puis j'ai perdu mon père, puis ma mère va s'affoler, puis j'habite toujours chez ma mère, et puis vous pouvez pas faire. Enfin bon, ça a été la nuit, une des nuits les plus horribles où le monde s'est vraiment écroulé pour moi. C'est-à-dire, comme des mecs qui étaient des copains avec qui on avait milité, tout d'un coup, voulaient sauter tous ensemble, quoi. Et finalement, au bout de 5 heures, j'ai quand même négocié qu'un seul, que j'allais être baisée par un, et les autres regarderaient. Ce qui s'est passé. Ensuite, je suis partie. Il était 7 heures du matin. Je me suis retrouvée sur le quai de Nanterre. Et là, le monde était écroulé, quoi. Enfin, vraiment, ça a écroulé jusqu'à, ce que je peux dire, hein, ça a été vraiment quelque chose de hyper douloureux. Pendant 1 an après, je pouvais plus être touchée, quoi. Je pouvais plus rien. Puis les groupes me faisaient peur. Les hommes en groupe me faisaient peur. Ça a été une espèce de catastrophe totale. Je suis rentrée à la maison, je n'en ai parlé à personne. Ça a été mon secret, mais pendant des années, quoi. Ça a été l'écroulement d'une utopie, quoi. Des bêtes et avec qui il n'y avait pas moyen, et je ne pouvais pas crier parce que j'avais peur qu'ils me tuent, moi. Ou qu'ils me flanquent un coup, quoi. Ils étaient des grands mecs et tout, et je me suis dit, ils m'ont dit, c'est comme ça, de toute façon, tu y passeras. De toute façon, il y a pas, tu peux crier, tu peux faire, on t'empêchera de crier, tu ne peux rien faire. Et je me disais, si je crie, ils peuvent me donner des coups, et ma mère le saura. C'est-à-dire l'obsession de cette femme qui était une veuve qui pleurait tout le temps, et à qui j'allais dire, j'ai été violée par des copains, alors que mes parents m'ont toujours dit, fais attention, les garçons c'est pas comme ci, les machins, je me disais, oh là là, qu'ils arrêtent, ils voient que des cas douloureux avec les années. On leur envoie tous les gens qui ont été violés, donc effectivement, ils ont l'impression que les garçons sont des violeurs. Et moi, je vais dans la gueule du loup, et je me trouve avec 3 violeurs. En fait, finalement, il n'y en a eu qu'un, mais les autres étaient participants. C'est quand même un vol en réunion, un viol en réunion, avec celui qui fait, ceux qui regardent, et qui décident à un moment que je pouvais partir, quoi. Ouais, ça a été vraiment... Tu les as revus après? Eh ben, je les ai recroisés après. Je les ai recroisés et je n'ai jamais rien dit. Ni à mon frère, ni à ma mère, ni à personne, Ils sont toujours vivants? Alors, il y en a un qui est mort, et je ne sais plus lequel. Un qui s'appelait Michel, un je sais pas quoi. Il y en a un qui s'appelle Pierre Ploix, qui est toujours vivant. Et aux dernières nouvelles, il est prof d'art martial. Et alors le plus dur, on faisait des fêtes tous les 10 ans, on se retrouvait, et moi j'organisais avec Daniel Schulman et Flair, enfin on était 5 à organiser les fêtes pour se retrouver, et on l'a fait, et il y avait toujours Pierre Ploix, et c'est là que j'ai appris qu'un des garçons était mort, mais je me rappelle plus de son nom. Et je ne sais plus lequel des 2 autres, de Michel, le machin, enfin je les vois, 2 bruns, pas mal et tout, mais je ne sais plus qui s'appelle comment. Et puis au bout de la 20e, quand on a 40 ans, on avait 20 ans, quand on a 40 ans, je dis à mes copines, on a fait les 10 ans après, les 20 ans après, et on devait réorganiser celle 30 ans après. Et là, je dis à Isabelle Saint-Saëns, à Daniel Schulman, et je leur dis, moi je ne peux plus, si on invite Pierre Ploix, et il y en a un qui était mort et l'autre. Donc je vous demande, là je vous le dis, voilà ce qui s'est passé, j'ai jamais pu le dire, mais... Et ils m'ont regardé, c'était mes meilleurs amis, surtout Daniel.
C'était une amie, on était devenus comme des sœurs, quoi. On pensait que la vie entière, on ne serait jamais séparés avec Daniel. Que moi, je voulais qu'elle épouse d'abord Rémi, après mon autre copain dans les CV. Enfin, c'est vraiment une femme que j'aimais, mais profondément. Et je leur dis, et elle me dit, tu vas pas gâcher la fête avec ça. Et donc j'ai dit, bon, non seulement je la gâcherai pas, mais je ne veux plus vous voir, plus de fête, plus rien, plus de... terminé, quoi. Et donc, si tu veux, la parole s'est libérée complètement, et quelque chose, et Dieu sait que j'en ai parlé en analyse, et Dieu sait, c'est MeToo. C'est MeToo, c'est-à-dire 50 ans après, ce mouvement où j'apprends que d'autres femmes et d'autres femmes et d'autres... Je savais qu'il y avait une femme sur 10 qui était violée, mais ça correspondait à rien pour moi, des statistiques et tout. Mais quand tout d'un coup les femmes ont pris la parole en disant mais j'ai été violée, j'ai été harcelée, je ne l'ai jamais dit, j'ai été violée et tout, moi je me croyais unique en mon genre quand même, en disant voilà ce qui m'est arrivé, comme j'étais lâche. Et puis les filles, les gens qui disent tais-toi, et puis tu vois, enfin, tout d'un coup je faisais partie, mais d'une histoire sociale. Et c'est pour ça que la parole, je me suis dit, mais il faudrait que j'écrive, il faudrait que... Comment on peut vivre avec ça, avec... d'avoir toujours peur quand je passe avec des mecs sous, quand on part avec ma fille et qu'on se fait agresser, parce qu'on s'est déjà fait agresser là, qu'on s'est fait agresser... Mais avec des terreurs que j'ai, où c'est même Juliette qui disait « touchez pas à ma mère, touchez pas à ma mère ». Moi, j'étais comme une petite fille, quoi, à chaque fois que les mecs commençaient à... Et j'ai beaucoup de mal, finalement, depuis tout le temps avec les hétéros, quoi. Enfin, c'est vrai que je trouve qu'il y a une espèce de truc qui... Mais même en réunion, hein, enfin, quand tout d'un coup, ça monte, et puis ils parlent aux femmes comme je sais pas quoi, enfin c'est... Et que c'était des gens de 68. Et moi je me suis toujours dit, si on m'interroge que j'ai fait de la radio sur mes 68, je m'étais dit je vais en parler. Et puis finalement les gens ont tellement attaqué 68, les journalistes qui m'interrogeaient, c'était il y a 10 ans, que finalement je me suis mis à me rebattre, quoi, tu vois. Enfin, je suis redevenue la révolutionnaire de 68, que j'ai jamais au fond cessé d'être, quoi, enfin, d'être révoltée. Puis après j'ai parlé de la femme et tout, mais j'ai pas parlé de ça. Et puis là finalement j'ai eu l'occasion, quand Jean-Pierre j'ai fait inviter Jean-Pierre à Universcience et il a parlé et tout, et je me suis dit à un moment donné, il y avait plein de gens et puis c'était des scientifiques et tout, et je m'étais dit mais peut-être qu'à un moment on parle de mai 68. Et puis j'étais beaucoup au Centre Pompidou, là où Jean-Marc Scolard faisait des réunions là-dessus. Je me suis dit je vais quand même en parler, j'ai envie moi de dire voilà ce que les femmes, comment étaient un peu traitées les femmes, d'abord un peu comme des objets, je te prends pas, je te veux pas, ou je sais pas quoi, ce qui correspondait peut-être aussi... je me sentais aussi un peu coupable, parce que moi, j'étais pas claire, hein, sur qui j'aime, comment j'aime, pourquoi j'ai accepté qu'on m'aime comme ça. Enfin, donc il y avait tout un truc qui faisait que c'était... Il a fallu que je comprenne comment on était traité petit à petit jusqu'à là. Au fond, on comptait pas quand... On était c'est très difficile d'être une femme quand même, hein, dans des mouvements et voilà, et le mouvement MeToo m'a absolument libérée. Et je comprends pourquoi toutes les femmes n'en parlaient pas, et pourquoi c'est si difficile, et pourquoi elles acceptent, et à quel moment on n'accepte pas, et puis la difficulté d'aller parler, parce que comment le prouver, quoi, je veux dire, moi j'ai réussi. De toute façon, je ne l'aurais pas fait à cause de ma mère. Mais je me suis dit, si ces 3 mecs décidaient de dire que j'affabulais, quelle preuve j'ai. Et puis je me disais, je l'ai un peu cherché. Il y a une ambiguïté par rapport au mouvement, c'est-à-dire à ce qu'on vivait. Non, mais je veux dire, tu aurais presque... Oui, même si j'avais pu, et si j'avais dit oui, c'était ton droit. Ça aurait été mon droit. Et puis si à un moment je dis non, finalement j'ai plus envie, c'était mon droit aussi. Exactement. Absolument. Et après, ce qui est d'autant plus blessant, si tu veux, dans l'histoire, c'est qu'effectivement, tu pensais que tu étais invité pour débattre, en fait, pour échanger intellectuellement. Complètement.
qui me respectait et que je n'étais pas que justement celle qui était à côté de Jean-Pierre, de Dany. Pendant 1 an, il y a eu donc cette histoire-là. Je suis allée voir Dany à Francfort, ça n'avait pas eu lieu, donc c'était en janvier. Donc après les vacances, Dany est venu en France, mais je l'ai vu comme ça, comme tout le monde, quand il est arrivé avec sa perruque et tout ça. Il est reparti et je suis allée à Francfort. Et j'ai passé 1 semaine avec lui à Francfort, et puis après je suis rentrée, et puis je l'ai revu. Après il a rencontré la femme de sa vie, quoi, la femme qui est devenue sa femme et tout. Et je suis revenue le voir à Francfort, parce que je travaillais à Francfort, on s'était revus 1 an après, ou un truc comme ça, où il m'a présenté sa femme, son bébé, enfin non pas sa femme, son bébé et tout, et l'amour de sa vie, et on sait, voilà, ça c'est... Il est devenu complètement allemand, puis ça c'est... Et je pense que l'histoire était plus... Même si on a eu une histoire qui a duré, moi j'ai l'impression qu'elle était plus dans ma tête. Ceci étant, elle existait, elle était là, et puis il y a 3 ans, quand il a fait son anniversaire, il m'a invité, et puis quand on se croise, c'est super sympa, enfin, ou quand tu vois, enfin, bon, il a pas pu venir voir Riella, parce que je crois que le théâtre, il en a rien à foutre, mais on reste liés quand même, quoi, on se dit, on va s'appeler, on s'appelle pas, mais ça s'est très bien terminé avec Dany, mais cette histoire-là, pendant 1 an, je suis en licence de sociaux. Ah ouais, non, je raconte la fin. Pendant 1 an, plus personne ne peut me toucher. Hein. Donc je reste très protégée par des amis à qui j'ai raconté. C'était Jacques Barda, qui est un architecte, et Annette Lévy-Villard, qui était journaliste à l'IB. Et ils étaient à Vive la Révolution. On était dans... Vive le communisme. On était, c'est ça, oui, je me souvenais plus. On était dans la même organisation. Maoïste, spontanéiste. Voilà. Parce qu'il y avait l'UJCML qui était les purs et durs, et puis il y avait la cause du peuple, et nous, c'était Vive le communisme. Bon, on était là, et on était très liés tous les trois. Et puis on passe notre année, et puis l'année se passe plutôt bien, mais plus de mecs, quoi. Je veux même plus en entendre parler, rien du tout. Je vis avec eux, on part en vacances ensemble, ils m'emmènent au ski, enfin vraiment comme une petite fille qui a retrouvé papa et maman. Mais j'ai fait un truc, on a été à une manif et on a perdu, je ne sais plus pourquoi, je vais toujours chez ma mère, on a perdu Annette, on était avec Jacques, assez drôle parce que c'était à la Contrescarpe justement la manif. On aurait pu rencontrer Benalla. Bien plus tard. Bien plus tard. Il y a eu une manif qui s'est terminée, donc c'était, je pense, alors je ne me souviens plus je sais pas, je pense qu'il y avait encore le Vietnam à cette époque-là, hein, c'était en 69. Bref, on était à une manif. À ce moment-là, Jacques Barda se précipite, castagne, je sais pas quoi et tout. On se retrouve tous les deux. Et puis on se dit, on va dormir où et tout. Il me dit, on va aller dormir chez ta mère, ce qui était quand même un truc qui pouvait se faire. Et puis on va chez ma mère et on va dans ma chambre. Voilà. Et Annette téléphone au petit matin pour demander, mais est-ce que Jacques est pas là, et Michel, je les ai perdus. Ma mère dit, je vais voir. Et puis elle dit, si, ils sont là tous les deux. Donc à ce moment-là, Annette, qui devait quitter Jacques depuis un moment, je vais le quitter, je ne l'aime plus, je vais le quitter, on était tous les 3. C'est pour ça qu'on vivait tous les 3, c'est que ça n'allait plus non plus, donc je les empêchais de rien du tout. Donc on faisait rien à peu près tous les 3, quoi. Mais bon, là, Jacques et moi, on a fait l'amour, donc Annette n'a absolument pas se porter.
Ensuite, on ne s'est plus vu. Je suis partie en Afrique avec Daniel Schulman, avec une amie de... On est parti en Afrique pour rejoindre Omar Diop Blondin, qui avait été, lui, dans les prisons de Senghor, vraiment. On est parti en Afrique. Daniel allait voir son copain Youssouf qu'elle devait épouser. Bon, il ne l'a pas épousé. Et j'ai avorté en Afrique, parce que je suis tombée enceinte de Jacques en Afrique. D'accord. J'ai avorté en Afrique et ça a été génial. Pour ça, quand on dit l'avortement, le petit bébé, le machin, le truc, tout ça, quand c'est fait gentiment par un Yougoslave, parce que c'était interdit, donc on m'avait fait la nuit comme ça, mais c'était un médecin qui, en Yougoslavie, faisait des avortements. Donc j'ai avorté parce que je ne voulais pas, parce que c'était pas mon désir d'avoir un enfant. J'ai eu un peu de fièvre et puis après, terminé, quoi. Enfin, je veux dire, j'ai fait ça comme une appendicite, mais réellement. Enfin, je veux dire, un avortement, quand il n'y a jamais une personne pour dire, mais avorter quand on ne le veut pas et tout. Et quand ça se passe bien, pas qu'on emmène, parce que ça, des avortements dans les cuisines, avec le MLF, c'était l'horreur. Mais quand on est pris en charge par un truc bien et qu'on est accompagné par sa copine et tout, et puis après, on va faire son beau voyage en Afrique, c'est vraiment une des plus belles choses qui m'est arrivée. Non, mais ça n'a absolument pas été un problème, quoi. Pas été un problème du tout. Et là, il y a eu le voyage en Afrique et il y a eu le retour. Et c'est au retour de l'Afrique où j'ai appris, très curieusement, j'ai rencontré le copain de Rémi. Je l'ai rencontré dans la rue, vraiment. Qui me dit, oh Michel, là t'es là, je ne t'ai jamais cessé de t'aimer, etc. Puis il me dit, tu sais Rémi, il vit tout seul, il est tout seul. Ah, il est tout seul, il est malheureux. J'ai dit, bah écoute Olivier, je suis désolée, mais je te... Et j'ai été voir Rémi, j'ai dit, je viens de rencontrer Olivier, qui me dit que tu es tout seul, que tu n'es pas heureux, que ci, que ça. Épouse-moi. Et Rémi me dit, bah écoute, viens d'abord habiter à la maison, et on verra pour le mariage plus tard. C'est magnifique.